Bien, merci à tous les quatre d'être également présents autour de cette table virtuelle. Je me retourne à nouveau vers Pierre-Yves pour qu'il puisse vous présenter en quelques minutes les activités principales de Labofarm. Alors, Labofarm est un laboratoire d'analyse vétérinaire qui est basé à Loudéac et qui existe déjà depuis une trentaine d'années. Notre cœur de métier, c'est un appui sanitaire pour les filières de production de volailles et de porcs essentiellement. C'est aujourd'hui entre 30 et 40 salariés pour Labofarm. Des clients qui sont essentiellement donc des industriels de la production animale, de l'alimentation, de la santé animale, des vétérinaires, pour ce qui est des filières de production industrielle, mais Labofarm a su également développer ses activités sur des secteurs un petit peu différents, comme les éleveurs de chiens, de chats, la faune sauvage, le partenariat avec les parcs zoologiques et également le partenariat avec les organismes de recherche sur des sujets très particuliers. Donc voilà, aujourd'hui, une clientèle très pléomorphe, mais avec un cœur de métier quand même sur l'industrie production porc et volaille, notamment dans le grand ouest de la France. En termes de technologie, Labofarm aujourd'hui est capable, par le biais du groupe Finalab, auquel est rattaché Labofarm, de disposer à peu près de tous les outils qu'on trouve dans les laboratoires de biologie vétérinaire, que ce soit l'anatomopathologie, de la sérologie, de la bactériologie avec de l'identification en spectrométrie de masse des bactéries. Et puis, ce qui fait un petit peu la spécificité du site de Loudéac, de Labofarm, à savoir la biologie moléculaire qui existe depuis 1997 et qui se décline aujourd'hui principalement autour du diagnostic par PCR et de l'expertise génétique apportée par les deux plateformes de séquençage, donc que ce soit le séquençage Sanger ou le séquençage NGS, qui nous permettent aujourd'hui voilà, de répondre à peu près tous les types, enfin, on essaye de répondre à tous les types de demandes. Pierre-Yves, le groupe Finalab, on peut en dire deux mots et évoquer également peut-être les dernières actualités de ce groupe. Alors, le groupe Finalab, c'est un groupe de laboratoires de biologie vétérinaire qui regroupe aujourd'hui plus d'une dizaine de sites répartis sur tout le territoire. Pareil, avec une grosse implication dans l'analyse de biologie vétérinaire, que ce soit sur les filières industrielles, mais également sur le chien, le chat et le cheval, et avec une diversification entamée il y a quelques années sur la fabrication, la production et la commercialisation de réactifs de laboratoire destinés aux laboratoires intervenant pour les filières industrielles, mais également pour les cabinets vétérinaires impliqués plutôt en canine. Donc fabrication de tests PCR par l'intermédiaire de la société Adiagen et la distribution de produits immunologiques par l'intermédiaire de la société BioX et des sociétés BioX et Kitvia. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Yves. Alors, puisqu'on raconte l'histoire d'un partenariat qu'on connaît maintenant Labofarm, je vais me tourner vers l'autre partenaire, en l'occurrence l'association Zoopol Développement. Alors, ça va être une présentation en 3 voix et je crois que c'est vous Aurélie qui commencez la présentation. L'association donc Zoopol Développement, association loi 1901, donc créée en 1993, fonctionne aujourd'hui avec un budget annuel de 2 millions d'euros, dont 30% sont des fonds publics couverts donc par les collectivités territoriales notamment, qui nous permettent d'aller sur des missions d'accompagnement et de services aux entreprises notamment. Et on a à peu près 70% de revenus privés qui sont des revenus donc provenant des prestations que l'on fournit. On est aujourd'hui environ 27 personnes et on travaille sur 2 champs d'activité. Un champ qui concerne plutôt le centre technique, donc dédié à la filière de la santé et des productions animales et agroalimentaires, et également un centre technique sur la filière des matériaux composites. On a également une action plus de l'ordre de la Technopole, donc on est Technopole Saint-Brieuc-Armor, et on porte à ce titre aussi des missions pour l'accompagnement global des entreprises sur le territoire, une partie du territoire des Côtes-d'Armor. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter globalement les missions plus spécifiques qui sont liées au centre technique, donc celles qui vont avoir attrait aux productions animales et agroalimentaires,
Donc, pour ma part, je travaille au niveau du pôle innovation. Et donc, les activités principales sont regroupées sur ces items que je vous présente. Donc, l'accompagnement et le conseil en innovation. Donc, pour les filières production animale agroalimentaire en Bretagne, c'est un accompagnement des entreprises de la filière donc sur le territoire breton. Et on accompagne aussi, dernièrement, plus spécifiquement, les projets de biostatistique et bioinformatique, et notamment du traitement de données. On a également un service de documentation qui réalise de la veille ciblée documentaire pour nos clients et également les adhérents de Zoopole Développement. Et on bénéficie également d'une plateforme technologique qui porte sa marque, donc ID Composite, qui accompagne des projets de R&D dans le domaine du développement des matériaux composites. Donc, je vais laisser la parole du coup à mes deux autres collègues pour les autres pôles. La parole va être donc maintenant donnée à Ève. Ève, pour la présentation du pôle expertise. Oui. Alors, le pôle expertise, on le connaît sous le nom CTPA, hein, Centre technique des productions animales et agroalimentaires. On y reviendra peut-être plus précisément tout à l'heure. En résumé, notre activité consiste à réaliser des prestations d'essais vétérinaires et zootechniques pour l'industrie du médicament vétérinaire, mais également pour des produits nutritionnels, par exemple, hein, hors médicaments. Donc, avec la partie en amont, le protocole, la phase terrain et puis les rapports. On a aussi un travail d'analyse statistique et valorisation de données. Hein, donc, ce sont des entreprises qui nous donnent leurs données, qui veulent de l'aide pour le traitement de leurs données, voilà, pour la partie statistique uniquement. Et ce sera une des aspects de la présentation de tout à l'heure. Merci Ève. Et pour le pôle formation, Véronique? Alors, pour le pôle formation de Zoopole Développement, donc appelé aussi SPAIA, donc on est un pôle de formation certifié Calliope. On travaille essentiellement sur toute la filière alimentaire, de la partie agroalimentaire jusqu'à la partie production animale, pour la formation professionnelle continue. Donc, on est là aussi en conseil, en expertise et en organisation de journées techniques et de congrès internationaux. Nos formations en production animale s'adressent énormément aux vétérinaires, aux techniciens, aux chefs de produits, et on peut les aider aussi à concevoir des outils pédagogiques. Véronique, merci beaucoup. En fait, vous présentez ces différents volets de l'association. C'était une opportunité tout à fait intéressante dans le cadre de cet échange d'aujourd'hui, puisque l'ensemble de ces services ont collaboré aux côtés de l'entreprise Labofarm, à un moment ou un autre, dans l'histoire de ce projet. Alors, ce que je vous propose, c'est que sans plus attendre, nous rentrions dans le sujet, qu'on aborde ce sujet du microbiote et que peut-être on se tourne vers Ève hein, pour qu'elle nous borde un petit peu le sujet hein, d'un point de vue technique et scientifique. Oui, alors une rapide présentation sur le microbiote. Alors, c'est pas un cours sur le microbiote, hein. Il y a des gens qui travaillent dessus spécifiquement, c'est pas notre cas, mais ça nous semble important de planter le décor. Donc, le microbiote, la définition de Larousse, c'est l'ensemble des bactéries, virus et levures vivant dans un milieu déterminé. Alors, c'est un thème qui est quand même relativement récent hein, qui a vu le jour avec notamment le développement de méthodes d'analyse hein, qui permettent de détecter des espèces qu'auparavant on n'arrivait pas à détecter, notamment parce qu'on ne pouvait pas les cultiver. Et on se rend compte que ce microbiote a une importance et notamment la diversité du microbiote a une importance. Le microbiote, ici, on va se cantonner au microbiote intestinal hein, des animaux. Donc, on va parler du porc et du poulet. Le microbiote, il évolue tout au long de la vie de l'animal avec différents facteurs donc qu'on commence à connaître un petit peu, hein, que ce soit l'alimentation ou la santé, où il y en a encore bien d'autres. Et on sait qu'il existe un lien entre l'équilibre du microbiote intestinal et la santé des animaux. Ce sont des sujets qui sont travaillés en humaine déjà, hein, qui sont aussi sur lesquels de la recherche se développe en médecine vétérinaire et en production animale en général. On sait que le microbiote, on a entre deux espèces, par exemple deux espèces animales, on a un noyau commun, il y a des ressemblances, mais on sait également qu'il y a une diversité individuelle dans la composition du microbiote, et c'est ça qui permet un petit peu de comparer les groupes d'animaux. Voilà.
On peut avoir la diapo suivante, Aurélie? Oui. Ouais, merci. Donc, alors, il y a des structures qui travaillent dessus. Hein, je peux pas citer tout le monde, hein, mais je pense notamment à l'INRA, hein, qui a fait beaucoup de travaux sur le microbiote en poulet notamment. Alors, ce sont des connaissances qui sont plus avancées en humaine. On travaille aussi dessus en production animale. Et le projet qu'on va vous présenter a débuté, on va dire, fin 2017. Les premières réflexions ont eu lieu fin 2017. On a commencé à travailler dessus en 2018. Et entre il y a 2 ans et aujourd'hui, bah, déjà, il n'y avait pas tout à fait la même bibliographie disponible. Donc, il y a eu beaucoup de nouvelles connaissances apportées ces dernières années. Et voilà, ça, chaque année, il y a de plus en plus d'études qui sont menées. Hein. J'ai demandé à ma collègue qui est au centre de documentation une recherche sur le microbiote. Et en fait, on voit bien que chaque année, le nombre de travaux sur ce thème augmente. Et puis, donc, il y a beaucoup de questions qui sont posées, hein, notamment sur le lien entre les performances, zootechniques des animaux et le microbiote, entre la santé des animaux, donc entre les questions de bien-être aussi et tout ça. Tous ces thèmes, on cherche à les mettre en relation avec le microbiote intestinal. Voilà, donc dans ce contexte-là, on va vous présenter un travail qui a été fait en partenariat donc, avec un laboratoire d'analyse, donc Labofarm qui réalise ces analyses, et un CRO, donc on y reviendra, un centre de recherche et on est des acteurs parmi d'autres hein, pour travailler sur ce sujet-là. Voilà. Merci d'avoir brossé le paysage thématique hein, de ces interventions. Je me tourne vers Pierre-Yves. Alors Pierre-Yves, pour vous, la réflexion microbiote en amont du projet, c'était quoi? Vous en étiez où à ce moment-là? Alors, Labofarm, au cours de l'année 2017, s'était équipé d'une plateforme NGS, donc c'est une technologie de séquençage haut débit qui est bien connue maintenant. Et déjà à l'époque, le microbiote nous trottait dans la tête et c'était un des projets qui nous intéressait pour essayer de faire tourner cette plateforme-là, même si ce n'était pas pour nous le sujet prioritaire. Il se trouve, comme l'a rappelé Eve, que le microbiote est quand même un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Et il se trouve que ça intéressait aussi nos clients et que certains, lorsqu'ils ont eu vent de notre équipement NGS, sont venus nous voir et nous demander de monter avec eux des projets d'analyse de microbiote. Donc le sujet est né un petit peu comme ça, à la confluence de l'équipement du laboratoire à un moment donné et de l'intérêt croissant de nos clients qui étaient à la recherche d'un outil de matérialisation ou de quantification, entre guillemets, de leur modélisation de produits, de molécules, etc. Donc voilà. Et par rapport à ça, effectivement, il n'y avait pas d'offre commerciale sur le marché. Alors, pas d'offre commerciale à Labofarm, bien sûr, puisqu'on était en réflexion technique, mais au-delà, en dehors des centres d'expertise tels que l'INRA, à l'époque, peu de structures capables de réagir et de produire de la data assez rapidement pour des industriels. Donc voilà, c'est un petit peu la confiance de tout ça qui a généré le sujet chez nous en tout cas. En résumé, Pierre-Yves, vous aviez à la fois donc fait l'acquisition récemment d'une technologie, vous aviez des clients, mais ça ne suffisait pas en fait. Il fallait aller plus loin dans l'exploration avant de construire votre offre. C'est ça, on avait un certain nombre de verrous à faire sauter, un certain nombre de verrous techniques, puisque le microbiote, si c'était une méthode qui était bien maîtrisée par les laboratoires de recherche, ne l'était pas, en tout cas à l'époque, dans les laboratoires de production, dans les laboratoires de biologie de terrain comme nous. Donc on avait tout ce travail de rendre possible l'analyse à l'élevage, c'est-à-dire qu'il faut être capable de faire les prélèvements à l'élevage, de s'assurer de leur stabilité, etc. Donc on avait tout ce travail technique à faire. On avait aussi à construire l'offre commerciale, à savoir qu'est-ce qu'on offre à nos clients. Est-ce qu'on leur offre
une synthèse de données, est-ce qu'on leur offre des datas brutes? Enfin, voilà, il y avait toute cette réflexion à avoir aussi. Et puis, avant même de construire l'offre commerciale, il y a des questions qui se sont posées, notamment une des questions qui a quand même été un petit peu l'élément fondateur de ce partenariat, qui était et qui revenait de manière récurrente: combien de prélèvements je dois réaliser sur mon groupe d'animaux pour faire en sorte que mon analyse soit pertinente et que mon étude statistique tienne la route derrière. Donc, c'était la principale question à laquelle on était confronté, au-delà même de la nature et de la conservation des échantillons, c'était combien d'échantillons je dois faire. Alors, je rebondis sur un mot que vous venez d'employer. Vous venez d'évoquer le mot de partenariat. Alors, qui dit partenariat dit rencontre. Comment s'est opérée la rencontre? Alors, peut-être que je vais me tourner vers Aurélie pour nous éclairer un petit peu sur ce temps très particulier que représente finalement la rencontre qui va être au démarrage du projet. Oui, donc en fait, dans tout projet, en effet, voilà, au tout démarrage du projet, il y a eu une rencontre en fait entre les différentes parties. Alors ça, on peut rebondir sur l'une des parties de la mission dans le pôle innovation, c'est d'aller à la rencontre en fait des acteurs sur les sujets production animale et agroalimentaire, et de pouvoir être un interlocuteur pour accompagner les projets de l'entreprise. Alors c'est une rencontre qui peut avoir lieu, voilà, au détour d'un rendez-vous, d'un événement, etc. Et puis dans la discussion, on évoque des projets. On évoque des projets qui peuvent être stratégiques, voilà, pour l'entreprise, dans lesquels l'entreprise a décelé une différenciation sur le marché et, pour le coup, un degré d'innovation qui permet quelque part d'aller chercher des acteurs, alors soit de la recherche, soit des acteurs, des prestataires, etc. Donc, d'accompagner cette démarche-là de l'entreprise, de l'accompagner dans toute cette phase de construction de son projet. Donc, on accompagne les entreprises et donc se met en place un programme. Et je crois qu'il y a un calendrier qui a été mis en œuvre qui va permettre à tout le monde de suivre le parcours. Et peut-être qu'on va demander donc une présentation à plusieurs voix. Je vais me tourner vers Ève. Je crois que Ève, vous avez été actrice déjà au niveau de la partie préliminaire. Oui, tout à fait. Alors, le projet s'est déroulé de la façon suivante. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le travail à conduire ensemble avec Labofarm, on a commencé par une phase de bibliographie pour savoir déjà, pour prendre connaissance, pardon, des études qui étaient déjà faites sur ce sujet-là. Et suite à ça, on a eu aussi un échange. Enfin, le Labofarm nous a fourni un premier jeu de données pour, c'est pareil, ça nous aide à construire nos protocoles et ça nous a aidé à dimensionner le nombre de prélèvements à faire. Et avec toutes ces informations, on a rédigé un protocole d'étude, voilà, en accompagnement avec le service innovation pour le montage du dossier. Ça s'est déroulé sur 2 mois, la phase préliminaire. La phase terrain, donc réalisée par le personnel de Labofarm, a été conduite d'avril à décembre. Donc, ça consistait à faire des prélèvements d'animaux ou de fessettes dans les élevages. Et ensuite, l'analyse du microbiote proprement dit au laboratoire. Et le traitement des données ensuite a été réalisé sur janvier-février 2019 avec la gestion, le contrôle des données, l'analyse statistique et la rédaction du rapport d'étude. Voilà. Et l'étude, on va dire, s'est prolongée par la formation de personnes de Labofarm au logiciel R. Si après, je veux bien que Pierre-Yves me confirme, monsieur. C'est ça. Voilà. Alors, donc, on va donner la parole à Véronique, parce que effectivement, c'est au pôle formation que s'effectue la mise en œuvre de ces formations. Effectivement, Véronique, vous avez été aussi un des acteurs à travers l'accompagnement d'entreprise. Oui, on est le dernier acteur lorsqu'il y a tout un accompagnement avec nos collègues. On est là pour que l'entreprise soit autonome. Et pour être autonome, il faut être formé. Et donc, on réalise des formations, notamment au logiciel R, pour pouvoir après avoir une autonomie en traitement statistique. Merci. Donc, effectivement, un calendrier qui a porté sur un petit peu plus d'1 an au total, un petit peu moins d'1 an un petit peu plus d'1 an, pardon.
et qui a permis effectivement non seulement d'avancer dans les résultats, mais également de mettre en autonomie, comme vous le disiez Véronique tout de suite, les personnes, les acteurs au sein de l'entreprise. Alors, je propose qu'on avance un petit peu dans la discussion, à moins que Pierre-Yves, vous vouliez compléter sur cette phase du calendrier, des prélèvements. Est-ce qu'il y avait des choses à préciser ou... Ce que je pourrais préciser, c'est que, ça nous a servi un petit peu de modèle, ce projet-là, c'est que la phase préliminaire dans ce type de projet, les études de microbiote, la phase préliminaire est très importante. Et on va le voir tout à l'heure, mais ce sont des analyses qui génèrent énormément de données, et il est vraiment important de cibler la question dès le départ, d'avoir une bonne réflexion en amont. C'est vraiment un des atouts de la réussite de ce type de projet. Donc, dans le cadre de l'étude, on avait eu l'opportunité de bien échanger avec les équipes de Zoopol, et on continue dans la pratique au quotidien sur ce type de projet à bien échanger aussi avec les partenaires ou les clients pour bien définir la question posée, bien définir la problématique, et à partir de là, avoir un montage du protocole qui tienne vraiment la route. Ça, c'est vraiment important. Alors, je propose qu'on rentre un petit peu dans le projet. Donc, les deux équipes se sont rencontrées. On a trouvé des financements pour accompagner une partie du travail. Alors, ce financement qui permet finalement surtout de gagner du temps à l'entreprise. Et on rentre dans le vif du sujet. Alors, on va reprendre un volet plus technique peut-être de présentation. Alors, je vais me tourner vers Ève. Cet accompagnement technique, comment s'inscrivait-il par rapport à vos métiers du quotidien? Donc, le traitement de données, c'est une partie de notre activité. Notre activité de CRO, donc Contract Research Organization, ce sont des études sur les médicaments vétérinaires à la base, principalement, mais pas que. Donc, on réalise des études sur mesure, c'est-à-dire qu'on peut faire une partie du travail, des rédactions de protocoles, on peut faire la phase terrain, on peut faire le rapport, on peut faire l'intégralité des études, et ceci dans le cadre notamment de développement de médicaments vétérinaires, d'autres produits, donc comme des produits nutritionnels en production animale également. On travaille aussi sur les matériels. On peut réaliser des études sur du matériel d'élevage, sur d'autres produits comme des désinfectants. On a travaillé dessus aussi. Et on fait aussi parfois donc uniquement la partie statistique, donc traitement de données. Et c'est vrai que c'est quelque chose, une mission qu'on nous confie quand même assez régulièrement. Des entreprises qui ont fait elles-mêmes des expérimentations ou qui ont travaillé déjà, qui ont des données et qui ne savent pas trop comment les traiter. Donc, c'est une partie de notre travail, voilà, le traitement des données et les études statistiques. Donc, c'était le cas avec ce projet-là. On a travaillé sur le protocole et sur le traitement des données. Voilà. Et nous avons l'habitude de travailler sur les espèces, principalement les espèces porcs et volailles, mais il nous est arrivé également de travailler sur d'autres espèces animales. Donc, je crois qu'il y a tout un séquençage également de ce travail. Vous avez commencé à l'évoquer, que vous pouvez peut-être répéter. Voilà. Alors, donc, ça, c'est le tracé d'une étude complète au CTPA. Donc, on part de la recherche bibliographique. On s'en sert pour rédiger un protocole. Il faut savoir que pour qu'une étude soit bien conduite, il faut avant tout que le protocole soit bien construit et bien pensé à l'avance. Une fois qu'il est écrit, normalement, on n'en sort plus. Donc, c'est ce qui permet de garantir que l'étude soit interprétable, notamment après. Alors, sur une étude terrain, après, on va travailler sur la sélection des élevages, sur la formation des participants, sur l'investigation en élevage, etc. Ensuite, quand on récupère les données, donc on arrive sur la gestion des données, vérifier les données, les remettre en ordre, chercher les données manquantes, ce genre de choses. Et ensuite, une fois qu'on a validé notre base de données, on réalise l'analyse statistique avec l'interprétation des résultats, le rapport,
Voilà. Et éventuellement, après, il se peut qu'on arrive à faire des communications lorsqu'il y a un intérêt sur le résultat. Alors, tout ce travail, il est inspiré pour nous par les bonnes pratiques cliniques pour les médicaments vétérinaires. Donc, lorsqu'on travaille sur du médicament vétérinaire, on n'a pas le choix. On travaille avec ce système de qualité. On s'en inspire dans tous les cas dans notre travail au quotidien, même lorsqu'on ne travaille pas sur le médicament proprement dit. Et je voudrais juste préciser au CTPA, donc on est une petite équipe constituée de vétérinaires et techniciens. Je voudrais quand même citer le nom de mon collègue Éric Pagot, qui a réalisé une grosse partie du travail que je vous présente aujourd'hui, mais qui ne peut pas être présent. Merci Ève. Alors, donc, on voit bien la complémentarité. D'un côté, le producteur de données équipé des dernières technologies d'analyse, et puis qui se pose des questions sur le lien entre des observations terrain et donc le partenariat pertinent avec une structure capable d'analyser les données. Donc, je pense que c'est important effectivement de revenir aux questions centrales qui étaient les vôtres, Pierre-Yves, pour qu'on comprenne bien le périmètre de l'étude, ce qui permettra à Ève ensuite peut-être de présenter un petit peu les résultats qui ont été ceux obtenus dans cette étude. Oui, je pense que l'intérêt de nos clients était d'établir des corrélations entre les structures du microbiote bactérien qu'ils allaient pouvoir observer sur leurs animaux et effectivement des facteurs d'élevage, donc des facteurs zootechniques, des facteurs sanitaires, environnementaux, etc. Et donc, au centre de leurs préoccupations était le nombre d'échantillons pour avoir voilà, une certaine robustesse, une certaine fiabilité dans leurs analyses statistiques. Et donc, quand on est venu avec cette question-là voir l'équipe du CTPA, on a investigué un petit peu plus et on est arrivé à se poser la question, tiens, quelle est la diversité, quelle est la variabilité intra-élevage du microbiote digestif chez les porcelets ou chez les volailles de chair, qu'est-ce qu'il en est exactement? C'est vrai qu'en 2017, on n'avait pas énormément de données, il y avait quelques microbiotes qui avaient été publiés, mais des études provenant directement du terrain étaient plutôt rares, donc c'était une question qui nous paraissait intéressante. Et puis, comme je l'ai dit, découlant également du nombre d'échantillons, quelle est la nature de l'échantillon, qu'est-ce qu'on doit faire comme échantillon, comment est-ce qu'on peut s'assurer sur le terrain d'une collecte correcte, d'une conservation correcte, et comment est-ce qu'on peut vérifier au laboratoire qu'il n'y a pas d'altération de l'échantillon entre le moment où il a été prélevé sur le terrain et le moment où on va en analyser le microbiote bactérien. Et ça, c'était vraiment très important, c'était vraiment également un challenge qui allait conditionner le succès de l'outil derrière, parce que si le prélèvement est amené à se dégrader énormément entre la zone de prélèvement et le laboratoire, ça présente beaucoup moins d'intérêt pour les industriels. Donc, grâce au programme, vous avez pu déjà toucher du doigt ces questions et puis y apporter des réponses. Et au-delà de ça, vous avez produit des données donc, qui ont été transmises au CTPA et donc qui s'est penché dessus pour les analyser. Alors, Ève, comment ça s'est passé? C'est quelque chose. Comment sont arrivées les données? Ça ressemble à quoi les données envoyées par votre partenaire dans ce dossier-là? Et qu'est-ce que vous en avez fait? Alors, les données, c'est un gros tableau Excel. Alors, je vous ai mis dans la partie de gauche là de la diapo. On voit pour la partie porc, le nombre de colonnes. Donc, c'est un tableau à 134 colonnes pour les familles, 102 colonnes pour le genre, etc. Donc, c'est un gros jeu de données dans un tableau. On savait à quoi s'attendre quand même parce qu'il y avait eu un échange auparavant pour voir un petit peu sur quoi on allait travailler. Donc, voilà, c'est un gros fichier qu'on est allé chercher sur le site de LaboPharm. Je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais
voilà, on a récupéré un gros tableau Excel. Voilà. Et ce tableau Excel est tout de suite exploitable ou il y a un premier travail à faire dessus avant d'aller plus loin? Il y a du travail à faire sur les données. Hein. Il faut les repositionner d'une manière qu'on puisse ensuite les traiter. Alors là, après, c'est des transformations sur Excel. C'est du travail après de gestion des données. Et une fois ces données donc préparées, vous vous lancez là dans un certain nombre de calculs, de tests, et qui vous ont amené à quel type de résultats? Alors, donc sur ce travail, hein, donc l'analyse, on reçoit en fait pour chaque on calcule un pourcentage de représentation de chaque famille bactérienne, par exemple. Hein. Et donc, à partir de là, il faut normaliser les données. Hein, ça, c'est une étape à passer. Et ensuite, l'analyse qui a été choisie, c'est une ACP, hein, une analyse en composantes principales. Donc, c'est une méthode d'analyse qui permet d'obtenir un résumé assez pertinent des données lorsqu'on a un nombre important de variables à traiter. Voilà. Donc, visuellement, ça donne, c'est ce que je vous ai mis sur la diapo. Donc, ce sont des axes qui sont recalculés. Donc, ne me demandez pas ce que sont les axes horizontaux et verticaux. Je ne peux pas vous dire c'est un nombre de bactéries. Donc, c'est une analyse ça recalcule des axes. Et donc, on visualise, chaque point est un prélèvement. Et on visualise sur ce tableau, hein, si on regarde celui de gauche, on visualise les résultats et surtout la diversité des résultats. Et donc après, on peut les classer donc, par élevage, voilà, on peut essayer de les regrouper pour voir un petit peu où se situent est-ce qu'on retrouve des catégories différentes d'individus. Alors, si on prend par exemple ce graphe qui est présenté sur la gauche, ce que vous dites, c'est que on reçoit donc des analyses, on procède à l'analyse et on est capable de réassocier des groupes de microbiotes à des élevages où on a effectué les prélèvements et de les distinguer en fait. Alors, on place chaque prélèvement est un point qui est placé sur ce graphe. Et après, on peut les faire apparaître en les classant par… là, ils sont classés par élevage sur le tableau de gauche. Donc, on voit que pour chaque élevage, il y a les sujets se ressemblent un petit peu plus dans chaque élevage qu'entre élevages différents. Voilà, donc on arrive à voir des populations qui se ressemblent plus ou moins. On peut classer par âge hein, sur le tableau de droite. Alors, je ne sais pas si c'est lisible. Sur la partie de gauche, on a tous ces points-là, tous ces prélèvements, et on retrouve, parce qu'il y a eu des prélèvements effectués à des âges différents, donc on retrouve les trois paquets, là, ce sont les trois âges de prélèvement, donc avec des résultats un petit peu différents. On voit que la diversité n'est pas la même suivant l'âge des animaux, comme elle n'est pas exactement la même suivant l'élevage dans lequel on a réalisé les prélèvements. D'accord. C'est-à-dire qu'au-delà de l'analyse moléculaire produite par le laboratoire, on est capable de corréler ça à des données de terrain, quoi. Concrètement, c'est ce que vous avez démontré avec ce travail. Voilà, la première question était quand même de caractériser la variabilité, je dirais, normale du microbiote dans la population là c'était des poulets et des porcs. On voulait voir qu'est-ce que c'est le microbiote entre guillemets normal, parce que je ne sais pas s'il y a un normal quelque part, hein, mais il fallait partir de quelque chose pour commencer à travailler. Et donc, et la question étant combien de prélèvements je dois faire si un jour je veux montrer une différence entre deux groupes de sujets. C'était ça la question de base. Et alors, c'est vrai que nous, on en a profité pour relever un certain nombre de critères d'élevage, hein, que ce soit l'âge des animaux, l'élevage, bien évidemment, l'alimentation, etc. Et après, on est tenté de regarder s'il y a des différences entre les groupes, entre les caractéristiques d'élevage. Alors, je me tourne vers Pierre-Yves. Quand ces premières cartes vous ont été transmises, quand vous avez eu la restitution du travail, quelle était votre réaction?
J'étais très satisfait. Ça correspondait à ce qu'on avait voulu voir au départ. Enfin, nous, on était centré plutôt sur la taille de l'échantillonnage, mais c'est vrai qu'en discutant et en construisant le protocole, on s'était dit, tant qu'à intégrer une demi-douzaine ou une dizaine d'élevages de porcs d'un côté et de volailles de l'autre, autant relever aussi des critères zootechniques et environnementaux, voire sanitaires, diarrhéiques, non diarrhéiques, etc. Et essayons de voir si on a une corrélation entre les distributions des différents microbiotes que l'on voit là sous la forme de nuages de points et ces critères-là. Donc voilà, rechercher une corrélation, c'est toujours intéressant. Et on sait que de toute façon, les personnes qui utilisent le microbiote ensuite comme outil cherchent également à mettre en évidence ces corrélations entre un lot traité avec un additif, une molécule, un pré ou un probiotique, je sais tout ce qu'on veut, et un lot témoin, par exemple. Donc, on va être toujours dans de l'analyse comparative. Donc, ça, c'est important aussi de noter qu'en général, on s'attache toujours à avoir un lot test versus un lot témoin, parce qu'on ne peut pas faire une analyse de microbiote dans l'absolu. Ça n'existe pas, le microbiote dans l'absolu. On fait de l'analyse relative avec des prélèvements prélevés, conservés dans les mêmes conditions. Et voilà. Et donc, ensuite, on fait des analyses statistiques et ce qui a été fait au Zoopôle nous a conforté dans l'idée que oui, on était capable aujourd'hui de produire des données et en s'associant avec des centres d'expertise, notamment qui ont les ressources en biostatistique, on était capable de faire une étude complète pour des industriels. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Bon, là, je vois que le sujet avance et les questions commencent également à arriver de la part de l'ensemble des participants. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on avance en faisant peut-être, alors non pas une conclusion, mais qu'on établisse un premier état un petit peu de tout ce que ce projet, cette collaboration ont pu apporter. Je crois que quand on regarde effectivement les retombées et les perspectives, alors, du côté de la Bopharm, Pierre-Yves, quels sont les éléments qui vous ont paru les plus intéressants ou que vous attendez et qui vous paraissent à devoir arriver dans un futur très proche? Bien, en fait, la conclusion de ce travail qui a été mené avec l'équipe de Zoopôle, c'est qu'on dispose aujourd'hui on peut proposer aujourd'hui une prestation d'analyse de microbiote bactérien, que cette prestation, elle peut se faire sur différents types de supports. Ça peut être du microbiote digestif, mais pas seulement, ça peut être environnemental, cutané, etc. Donc, on tenait, nous, quand on a lancé l'activité microbiote, on tenait quand même à avoir un environnement technique et scientifique à la méthodologie. On ne voulait pas que ce soit galvaudé et je pense que le partenariat avec Zoopôle nous a permis d'avoir tout ce background biostatistique derrière. Donc aujourd'hui, on a à notre disposition une offre commerciale, donc ça c'est quand même plutôt une bonne chose. Derrière, il y a des publications qui sont en cours de rédaction, toujours avec l'équipe du Zoopôle Développement, à la fois sur le poulet et sur la volaille, donc qui permettront d'investiguer un petit peu plus ces corrélations qui ont été investiguées, même si il faut quand même avoir conscience que ce qu'on a fait, c'est une petite étude, puisqu'on n'a pas non plus des centaines d'élevages, donc ça reste une petite étude. Néanmoins, je pense qu'il y a certaines informations intéressantes et on va essayer de le faire savoir par le biais de publications. Et puis, ça nous a permis aussi d'intégrer de nouvelles compétences dans l'équipe. Comme je disais, nous sommes des biologistes moléculaires, nous ne sommes pas des spécialistes ni de nutrition, ni de physiologie animale et encore moins de biostatistique. Mais le fait d'avoir fait une petite formation sous R permet aujourd'hui à notre équipe de pouvoir traiter en interne une partie des données, notamment celles qui sont produites dans le cadre de la recherche et développement, pour pouvoir évaluer statistiquement l'influence de tel ou tel facteur sur la conservation du prélèvement, l'amélioration des techniques d'extraction d'ADN, etc., etc. Ces compétences biostatistiques nous permettent aussi de mener des petites études plutôt dirigées sur la faune sauvage. Je pense à une publication notamment qui a été faite il n'y a pas très longtemps avec le zoo de Beauval sur les gorilles, où on a traité l'intégralité des données en interne puisqu'on avait des petits jeux de données et ça ne nécessitait pas de faire appel
des vraies compétences en bioinformatique. Donc, cette intégration de nouvelles compétences, à la fois en biologie moléculaire et en biostatistique, pour nous, c'est un vrai, aujourd'hui, c'est un vrai. D'accord. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on parle de partenariat, donc je me tourne vers Ève, vers Véronique et vers Aurélie. Pour Zoopol Développement aussi, il y a eu un réel intérêt. Alors peut-être Ève d'abord sur le volet technique. Alors, nous, ça nous a permis clairement de développer de nouvelles compétences. On était moins habitués à ce type de données qu'à d'autres jeux de données. Donc, on était content de pouvoir répondre à la question. Il se trouve que suite au partenariat avec Labofarm, il y a eu d'autres structures qui ont fait appel à nous pour ce même travail. Je pense un travail sur la dinde notamment. On a eu et en particulier un travail sur du sanitaire, c'est-à-dire en lien avec une maladie de la dinde. On a eu aussi un contact, on a aussi travaillé pour un fabricant de produits nutritionnels qui c'est un produit qui se met dans l'eau de boisson et donc on a réussi à montrer une différence entre le lot qui recevait le traitement et le lot qui ne le recevait pas. Donc on a eu d'autres missions suite à ce travail-là grâce aux compétences qui ont été développées. Du côté de la formation, Véronique, il y a eu également des retombées? Oui, on a eu des retombées puisque on travaille avec Labofarm depuis plusieurs années sur plusieurs formations différentes type PCR. Et là, en travaillant avec Pierre-Yves, on a pu trouver une compétence technique dans l'entreprise de Labofarm, notamment avec M. Chierowski, pour l'analyse, c'est pas facile à dire, pour l'analyse génomique. Donc voilà, donc on a pu monter une nouvelle formation en génomique, donc un outil d'identification des pathogènes, nouvelle formation qu'on mène à l'ISPEA. Donc ça fonctionne dans les deux sens. Exactement. Et donc pour la partie innovation, Aurélie? Oui, donc alors sur le volet innovation, en fait, on poursuit l'accompagnement de l'entreprise. En fait, on est toujours à ses côtés. En fait, les projets d'innovation peuvent avoir plusieurs phases. En fait, une phase de lancement, un petit peu ce qui s'est passé là, où on est sur des études de faisabilité, où on défriche un petit peu le terrain de l'innovation, où on est sur des projets individuels, voilà, menés avec des partenaires, prestataires, etc. Où le financement est bien sûr cette pierre qui permet d'avancer un petit peu plus vite pour l'entreprise. Et donc, on va poursuivre cet accompagnement-là en suivant les questions que se pose l'entreprise et en décelant, encore une fois, avec l'entreprise, de voir si c'est un projet innovant, s'il y a besoin aussi d'autres nouveaux acteurs. On peut, dans le cas présent ou dans d'autres cas, pouvoir identifier aussi des partenaires, donc, et qui ne sont plus des prestataires, mais des partenaires de recherche, pour monter, par exemple, des programmes collaboratifs qu'on accompagne également. Donc voilà, il y a une vision à long terme quand on procède à un accompagnement. Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est quand même la confidentialité qu'on opère sur tous ces projets-là. Parfois, quand l'entreprise a besoin de communiquer, comme c'est le cas aussi sur des journées techniques ou des conférences, etc., on propose à l'entreprise aussi de pouvoir l'accompagner sur cette communication-là. Donc voilà, mais le travail se réalise toujours en parfaite confidentialité. Et puis, ce sont des missions qui sont financées par les collectivités, donc je le rappelle, mais du coup, qui sont gratuites pour les entreprises, puisque le coût est pris en charge par les collectivités. Mais en tout cas, dans les retombées pour le pôle innovation, alors c'est plutôt une poursuite du service d'accompagnement et une poursuite, on va dire, de la relation avec l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. On va passer au jeu des questions. Au fur et à mesure des échanges, un certain nombre de questions ont été posées. Alors, beaucoup vont relever des compétences techniques. Ce sera de manière alternée, je pense, essentiellement entre Pierre-Yves et Ève. Alors, ce que je propose, c'est peut-être que Pauline reprenne la main pour citer les questions et qu'on puisse les traiter. Oui, alors on a une première question qui concerne déjà spécifiquement aujourd'hui quelle est l'offre de Labofarm sur cette thématique-là et quel type d'échantillons de matériel biologique vous utilisez. Après, il y a des questions plus précises, le nombre de reads obtenus, le niveau de détermination et la comparaison statistique entre les échantillons. Il n'y a pas une question sur le coût aussi? Non. Bon, on reste entre gens de bonne compagnie.
C'est ça. Non, mais bon, après, microbiote, on peut en parler toute l'après-midi. Je crois que le temps est on est un petit peu contraint au niveau du temps, mais pour donner les grandes lignes de l'offre de Labofarm, Labofarm aujourd'hui dispose d'une méthodologie qui permet de produire de la donnée et donc de mettre à disposition des industriels ou des personnes intéressées des tableurs de données, donc des tableurs taxonomiques qui vont reprendre pour chaque échantillon les différentes familles, genres, espèces, bactériens qu'on trouve dans le prélèvement avec une approche semi-quantitative. On va voir donc, on parlait de reads, le read, ce sont les petites séquences qui sont produites lors du séquençage. En comparant le nombre de reads obtenus pour Escherichia coli par rapport au nombre de reads produits pour la totalité de l'échantillon, je suis capable de dire à peu près quel est le pourcentage d'Escherichia coli dans mon prélèvement. Donc voilà, on est capable de donner aujourd'hui ces tableaux-là. Quand on monte un projet, nous, de microbiote, on essaye toujours de faire une association tripartite. Le donneur d'ordre, donc la personne qui va exploiter les données, qui va exploiter les résultats. Le laboratoire qui va gérer toute la partie amont et qui va s'assurer de la qualité du prélèvement et qui va aider en fait à la réflexion sur la nature du prélèvement. Donc, quand on demandait tout à l'heure quel prélèvement on peut analyser, on peut tout analyser. On peut analyser une chiffonnette d'environnement, on peut analyser une pédichiffre, on peut analyser du fécès, on peut analyser un écouvillon cutané, on peut analyser, enfin, tout est analysable. Après, c'est la question à laquelle on veut répondre qui est vraiment centrale, qui va déterminer un petit peu tout ça. Et donc, le troisième partenaire du projet, quand on monte les projets, c'est le data analyst. C'est celui qui va, sur la base des tableurs qu'on va lui fournir, procéder à toute l'analyse des données et les mettre en parallèle ou au regard des métadonnées qui intéressent le donneur d'ordre. Ça, on considère que ce n'est pas du domaine de Labofarm, on n'est pas des spécialistes en biostatistique et c'est la raison pour laquelle on travaille avec Zoopole Développement, par exemple. Et en général, on conseille, alors certains de nos donneurs d'ordre ont en interne leur propre data analyst, et pour le coup, c'est assez facile parce qu'on leur fournit les données et les analysent eux-mêmes. Et pour d'autres, on essaye de faire en sorte qu'ils trouvent un service compétent en biostatistique. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui étaient alors posées. après, il y a d'autres questions précises sur le projet dont on a parlé, à savoir au final, combien d'échantillons avez-vous prélevés? Est-ce que c'était sur la trouille de porcelet? Quelles précautions sont à prendre? Et quelle est quelles seraient vos recommandations sur le nombre d'échantillons à analyser pour avoir des résultats robustes? Je pense que Eve, tu peux peut-être, sur le nombre d'échantillons, c'était l'issue de votre travail. Oui, alors, grâce aux données qui nous avaient été fournies au début, hein, on a choisi de recommander le nom. Et on a pris 10 animaux par élevage dans 6 élevages. Et ceci pour chaque espèce, c'est-à-dire qu'il y a eu 60 sujets prélevés en porc et 60 sujets prélevés en volaille. Donc, sachant qu'il a fallu effectivement, il fallait trouver un compromis entre la variabilité des individus et la variabilité des élevages. Hein. Donc, le choix qui a été fait, c'est 10 animaux par élevage et 6 élevages. Et avec ces données-là, on a réussi à avoir des résultats exploitables et représentatifs. Voilà, c'est ça, ouais, okay. Tout à fait. Alors après, ça, c'était pour montrer, faut bien préciser, c'était un travail sur la diversité du microbiote. On ne cherchait pas à montrer des différences au début, c'était pas ça le but de l'étude. Hein. Donc ça, c'était le calcul c'est un calcul de nombre de sujets hein, sur des méthodes statistiques classiques. Hein. Et donc après, il y a une autre question qui concerne le nombre de sujets à prélever quand on veut montrer une différence. Hein. Et là, la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est alors dans tous les cas, il faut définir le projet au départ. Hein, je vais vous dire un nombre de sujets, mais il faut toujours bien travailler la question au départ avant de trancher sur le nombre de sujets. Là, ce qu'on voyait, c'est qu'avec 16 sujets par groupe environ, on arrivait à montrer une différence d'un écart type entre deux groupes. Voilà, ça parlera peut-être plus, c'est plus concret peut-être. Ok, merci. Il y avait d'autres questions relatives à l'interprétation de tout ça, à savoir
Y a-t-il une variation du microbiote en fonction de l'âge de l'animal, quel que soit l'élevage? Et est-ce que ces variations, elles ont été mises en lien avec d'autres facteurs sanitaires, zootechniques, etc. Et j'avais également une question, oui, bah ça se rejoint sur les aspects sanitaires et zootechniques. Est-ce que ce travail a été, est-ce qu'il y a des éléments de réponse sur ces croisements-là également? Alors, encore une fois, c'était pas l'objectif principal au début, mais forcément, on n'a pas pu s'empêcher d'aller regarder un petit peu les données d'élevage pour les mettre en face. Donc, on a réussi à montrer des choses sur, je pense notamment à la pathologie, hein, des épisodes de diarrhée, des traitements antibiotiques, des choses comme ça. Là, on commence à voir des différences entre groupes. Oui, tout à fait. On voit aussi, suivant les âges, c'était la diapo que j'avais montrée, hein, on voit des groupes bien distincts en fonction de l'âge des animaux qui ont été prélevés, c'était sur le poulet. Alors après, ces résultats vont faire l'objet, comme l'a dit Pierre-Yves Moilic, hein, de publications normalement. Donc, on espère pouvoir vous transmettre des résultats plus précis avec les critères qui ont été comparés. Ok, merci. Une autre question là qui est arrivée au cours de la dernière question, à savoir, je pense que ça s'adresse plutôt à Pierre-Yves. Est-ce qu'on a une idée du coût associé aux différentes phases de ce projet d'étude? Coût d'analyse, de traitement des données, pour, en l'occurrence, cet exemple-là de 60 sujets à analyser. Comme je disais, nous, on essaye en général de réfléchir en amont du projet avec les donneurs d'ordre. Donc, on travaille essentiellement sur devis. Ce que je peux dire, c'est que globalement, on est entre 100 et 150 euros de l'échantillon hors analyse du résultat, donc production de données brutes, 150 euros par échantillon à peu près aujourd'hui, voilà, sur des séries de taille moyenne. Donc, quand on dit 60 échantillons, il peut y avoir par exemple 3 lots de 20, 3 traitements différents, et on cherche à mettre en évidence un traitement versus les deux autres. Donc voilà, donc après, ça dépend. Alors, à ce coût-là, il faut effectivement rajouter le coût du traitement des données derrière. Là, pour le coup, c'est pas Labofarm qui gère, mais effectivement, soit vous avez… Du coup, on se tourne vers F, du coup. Ouais, là, moi, je peux pas vous donner de chiffres. Il faut vraiment prendre contact avec nous et ça dépend vraiment du jeu de données. Ça dépendra du temps qu'il faudra passer dessus, quoi. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Ça dépend aussi du nombre de métadonnées, à quoi on s'intéresse. Est-ce qu'on s'intéresse à un traitement versus une population bactérienne, ou est-ce qu'on s'intéresse à 2 traitements versus un lot témoin sur 3 critères zootechniques et 2 critères sanitaires? C'est vrai que c'est pas du tout les mêmes jeux de données à traiter derrière, quoi. Le travail n'est pas du tout le même. Pour nous, ça change rien, mais pour l'analyste, ça change tout. Comment prélever, notamment parce qu'il y a des bactéries aérobies et anaérobies, et puis également, de même, les possibles traitements antibiotiques. Voilà. Quelle méthode de prélèvement? Alors là, je pense que c'est plutôt une question pour Labofarm. Ouais, alors la méthode de prélèvement, elle est fonction du projet, de ce qui va être mené. Donc ça, c'est vraiment à discuter au cas par cas. On sait, et on l'a dit précédemment, qu'il était important de faire en sorte que le prélèvement qui arrive au laboratoire soit le plus représentatif possible de ce qu'il était à l'élevage. Donc, évidemment, il faut assurer la stabilité du prélèvement. Pour ça, on a différentes possibilités. Ça passe par la congélation dans l'azote liquide jusqu'à des supports un peu plus inertes, un peu plus faciles à traiter en élevage. Donc voilà, je pense que là, c'est typiquement le cœur des discussions qu'il faut avoir lors de l'entretien entre le donneur d'ordre et le laboratoire. Mais voilà, l'idée globale, c'est d'assurer la conservation du prélèvement. Effectivement, on peut avoir une petite perte de flore, c'est évident, à partir du moment où le prélèvement n'est plus dans son environnement naturel, on va avoir une petite dégradation de la flore. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pour ça que c'est important de dire que l'on fait du microbiote comparatif et qu'en général, on compare des prélèvements sur de l'eau qui ont été traités, prélevés dans les mêmes conditions. Donc ça, c'est très important. On fait pas de la détermination de microbiote absolue comme cherche à le faire, par exemple, des laboratoires de recherche, où
où ce sont des applications beaucoup plus fonctionnelles. Nous, on fait du microbiote bactérien descriptif. Aujourd'hui, les laboratoires de recherche font du microbiote tous azimuts, bactérien, viral, parasitaire, etc. et en plus fonctionnel. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes contraintes en termes de prélèvement. Pierre-Yves, merci beaucoup. On a répondu à toutes les questions. Après, on a les coordonnées des personnes si elles ont des questions en suspens, on pourra y répondre par la suite. Je vais juste me permettre d'intervenir. J'ai vu passer une question qui est très rapide sur les indices de diversité. Donc, la personne qui a posé la question, on peut lui préciser qu'on a utilisé l'indice de Shannon dans le traitement des données. Je ne suis pas rentrée dans le détail vraiment absolu du traitement des données. On a travaillé avec l'indice de Shannon qui permet de représenter la diversité des espèces bactériennes pour chaque sujet. Voilà. Alors, merci Ève pour cette précision. Les personnes qui sont intervenues aujourd'hui autour de cette table ronde sont complètement à votre disposition pour poursuivre sur ces sujets-là, que ce soit Ève, Véronique, Aurélie ou Pierre-Yves. Donc, n'hésitez surtout pas à les contacter. Je crois que le microbiote, la manière de l'utiliser pour aller rechercher des informations dans des sujets vastes et important ne fait que commencer. On est au début de l'histoire et donc on sera tout à fait ravis tous ensemble de vous accompagner dans ces démarches. Il me reste à vous remercier d'avoir participé, d'avoir échangé, de nous avoir posé des questions tout à fait pertinentes et j'espère pouvoir vous retrouver très prochainement. Profitez aussi de la plateforme Space pour prolonger les échanges. Nous sommes inscrits dessus et nous pouvons apporter les informations complémentaires dont vous pourriez avoir besoin. Merci à tous, bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.